Bonjour, dans la série des cours relatifs à la cryptographie, nous avons vu le chiffrement symétrique, nous avons vu le protocole Diffie-Hellman qui résout le problème de distribution de la clé secrète. Nous avons également vu le chiffrement asymétrique. Maintenant, on va s'attaquer aux fonctions de hachage, à la signature et au certificat. Alors, le chiffrement, que ce soit symétrique ou asymétrique, vise essentiellement à assurer la confidentialité des messages échangés. Maintenant, est-ce que ça répond également aux questions suivantes? Qui m'a réellement envoyé le message? Est-ce que quelqu'un a-t-il pu usurper son identité? Est-ce que j'ai bien reçu le message au complet? Ou y a-t-il quelqu'un qui a pu remplacer le message par un autre ou le modifier? Enfin, puis-je imputer l'action à une personne à un moment donné, c'est-à-dire l'action de rédaction d'un message ou d'envoi d'un message? Est-ce que je peux l'imputer à une personne à une date et un temps donné sans qu'il puisse la nier? Alors, évidemment, la notion de confidentialité ne suffit pas forcément à répondre à toutes ces questions. La première question liée essentiellement à l'authenticité. La deuxième est liée essentiellement à l'intégrité du message. Et puis la troisième est essentiellement liée à la non-répudiation. Ce qu'il faut retenir jusque-là, c'est que le chiffrement, que ce soit symétrique ou asymétrique, ne répond pas forcément en premier lieu aux questions liées à l'authenticité de l'émetteur, à l'intégrité du message et la non-répudiation de l'action. Voyons maintenant ce que c'est l'intégrité. L'intégrité veut dire que un message n'a pas été modifié. En gros, il n'a pas été altéré accidentellement ou par malveillance. Ça veut dire que si quelqu'un m'a envoyé un message, je l'ai reçu en entier sans aucune altération ou modification. Exemple, une lettre scellée, si une tierce personne ouvre l'enveloppe et remplace la lettre par une autre ou une partie de la lettre par une autre, le sceau sera forcément rompu. Une attaque possible, c'est la substitution, c'est-à-dire remplacer le message original par un autre. En ce qui concerne l'authenticité, on veut garantir la provenance du message, c'est-à-dire, on a dit tout à l'heure, que le message provient bien de la personne qui est censée l'envoyer. Les attaques possibles, c'est le spoofing, usurpation d'identité, usurpation d'adresse IP, mascarade, etc. Et puis la non-répudiation, c'est la propriété rendant impossible de nier toute action qui a été effectuée. Donc maintenant, effectivement, on voit bien ici que les chiffrements symétriques et asymétriques ne répondent pas à la question d'intégrité. Il ne permet pas de m'assurer en particulier que j'ai reçu le message en entier. Rappelez-vous, pour le chiffrement, que ce soit symétrique ou asymétrique, les messages sont divisés en blocs et puis chaque bloc est codé et puis envoyé. Ou alors, par du streaming, ça veut dire les messages sont codés bit par bit et envoyés. Mais rien ne me garantit que j'aurai reçu tous les bits ou tous les blocs. Donc, l'intégrité n'est pas assurée. Maintenant, pour assurer l'intégrité, on utilise essentiellement, on a inventé les fonctions de hachage. Une fonction de hachage, ça s'écrit de cette manière, grand H pour la fonction de hachage, entre parenthèses, le message à hacher, et le résultat se crie sous forme de petit h. On l'appelle également, le résultat, on l'appelle le haché, ou le hash, ou l'empreinte, ou le condensé. Ici, par exemple, j'ai en input une image d'un chat qui il y a 1,21 mégabits. Je lui applique la fonction de hachage. En anglais, on parle de one-way hash function. One-way, ça veut dire à sens unique, une fonction de hachage à sens unique. Et au résultat, j'ai une empreinte, on l'appelle également le haché ou le condensé, qui est de quelques bits, par exemple 32 bits. Alors, une fonction de hachage, c'est une fonction mathématique qui doit vérifier les conditions suivantes. Absolument. Première condition, c'est que l'empreinte où le h doit être relativement facile à calculer. En gros, quand on invente une fonction de hachage, on ne doit pas utiliser des algorithmes mathématiques complexes tels que ceux qu'on a vus par exemple lors du chiffrement asymétrique comme
la factorisation dans premier, la fonction à brèche secrète ou le problème du logarithme discret. Des définitions ont été données à ce terme mathématique dans la vidéo sur le chiffrement asymétrique. Donc, je disais, première condition, il faut que le h ou la fonction de h soit facile. Et le résultat soit facile à calculer. Deuxième chose, l'entrée peut être de dimension variable et la sortie doit être fixe. Ça veut dire, l'entrée peut être de dimension variable, ça veut dire je peux appliquer le h à un message de n'importe quelle taille. La sortie doit être fixe, ça veut dire quelle que soit la taille du message auquel on applique la fonction de hachage, le résultat, qui s'appelle le h, l'empreinte ou la condensée, doit toujours avoir la même taille. Que je prenne un message de 1 giga ou un message de 1 méga, leur hash, les hash des deux, doit être de la même taille selon l'algorithme. Par exemple, si on utilise l'algorithme MD5, si on calcule le hash MD5 d'un message de taille quelconque, alors le hash ou l'empreinte ou le condensé va être toujours de 16 octets. Si j'utilise une autre fonction de hachage, par exemple, telle que SHA1, on l'appelle SHA1, SHA1, alors SHA1 appliqué à un message de n'importe quelle taille, le résultat va être toujours de 20 octets. Troisième propriété importante, c'est que HDM doit être à sens unique. Je l'ai dit tout à l'heure, on l'appelle en anglais one-way hash function. Ça veut dire une fonction de hachage à sens unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il serait impossible de retrouver le message initial à partir de son hash. Si je prends un message, je calcule son hash, je ne peux pas faire l'opération inverse. Ce n'est pas comme le chiffrement symétrique ou asymétrique où on a à partir du message chiffré, je peux retrouver le message initial. Ici, dans les fonctions de hachage, à partir du message haché, du hash, je ne peux pas retrouver le message initial. Et dernière propriété, c'est que h de m doit être sans collision. Sans collision, ça veut dire si je prends deux messages différents, alors forcément leurs hash vont être différents. Alors ceci dans l'absolu, bien sûr. Dans l'absolu, euh, ceci n'est pas très vérifié. Pourquoi? Parce que on avait dit l'espace d'entrée, c'est-à-dire l'ensemble de tous les messages possibles, il est infini, alors que le résultat, il a une taille fixe, ça veut dire il est fini. Donc forcément, il y aurait des messages qui ont le même âge. Par contre, on dit que dans un contexte particulier, le contexte de hachage des mots de passe, par exemple, au sein de votre université, alors la probabilité d'avoir deux mots de passe différents qui ont le même âge, elle tend vers zéro. Elle est très, très petite. Maintenant, on a dit parmi les algorithmes de hachage les plus connus, il y a MD5, mais qui a montré des faiblesses depuis longtemps. Il y a également SHA1 et SHA1 qui a également montré pas mal de faiblesses. SHA1, par exemple, il a été conçu en 1995. Il a été adopté comme algorithme standard de hachage par le gouvernement américain depuis cette date. Et son objectif, c'était de créer une fonction de hachage qui retourne toujours une empreinte de 20 octets. Ici, j'ai appelé le résumé ou le condensé, je l'ai dit tout à l'heure, ou le haché ou le hash. Donc, le résultat de l'application de SHA1 à n'importe quel message produit un hash qui est toujours 20 octets, quelle que soit la taille du message initial. Il a été initialement conçu pour des machines 32 bits. Je ne rentre pas dans les détails de cet algorithme dans ce cours, ça fera l'objet d'une autre vidéo. En gros, il va faire une mise en forme du texte du message à hacher, il va faire des calculs sur 5 registres et il va convertir le résultat. Alors, SHA1, j'avais dit, il a été inventé vers la fin des années 90. Le but d'un haché, je rappelle, c'est d'être le plus court possible. Plus court, mieux c'est. Mais en contrepartie, il doit également être sans collision. Donc, c'est un dilemme. Il doit être court et en même temps éviter les collisions. En général, plus c'est long, moins il y a des probabilités de collision. Mais pour une fonction de hachage, on a dit que c'est une empreinte, c'est un condensé, donc il doit également être court. MD5, par exemple, il produit des hashes, j'ai dit tout à l'heure, de 16 octets. Donc, l'ensemble des possibilités, un attaquant qui veut calculer toutes les possibilités, c'est 2 à la puissance 16 fois 8. Et pour SHA1, c'est 20 octets, c'est 2 à la puissance 20 fois 8. Mais
il y a un paradoxe mathématique qui s'appelle le paradoxe des anniversaires. Il utilise des probabilités. Il dit qu'il y a 2 à la puissance 1 sur 2 essais pour trouver une collision au hasard. Le paradoxe des anniversaires, de manière globale, il dit si dans une classe d'environ 25-26 étudiants, la probabilité d'avoir 2 étudiants ou 2 personnes qui ont la même date d'anniversaire est égale à 1 sur 2. Dans une classe qui contient à peu près une soixantaine d'élèves, la probabilité d'avoir 2 personnes qui ont la même date d'anniversaire, elle avoisine les 90%. Si on applique ce paradoxe aux fonctions de hachage, il réduit le nombre de collisions au hasard de la moitié, c'est-à-dire si la taille de la fonction de hachage ou du résultat de la fonction de hachage est 16 octets, donc on réduit à 2 à la puissance 16 fois 8 sur 2. À partir de là, on a essayé d'inventer une autre fonction de hachage qui s'appelle SHA2, qui est le successeur de SHA1. Et SHA2, il est plus sécurisé dans la mesure où SHA1 ne peut produire que des haches de 168, je l'ai bien dit tout à l'heure. Et donc, si on divise 168 sur 2 en appliquant le paradoxe des anniversaires, il n'y aura pas plus de 80 bits de sécurité contre les collisions. SHA2 améliore cela, il contient des haches de 256, 384 ou 512, avec un niveau de protection contre les collisions de 128, 192 et 256. Bien sûr, 128, c'est 256 ici divisé par 2. 384 divisé par 2, c'est 192. Et 512 divisé par 2, c'est 256. Donc, il réduit le nombre de collisions possibles au hasard. Alors, on a vu maintenant les principes des fonctions de hachage. Vous avez bien noté que c'est à sens unique et que sans collision, ça veut dire à partir du hash, je ne peux pas retrouver le message. Et sans collision, ça veut dire que 2 messages différents auront forcément 2 hashes différents. Comment, la question qui se pose maintenant, comment utiliser les fonctions de hachage pour assurer la fonction d'intégrité? C'est ce qu'on appelle le contrôle d'intégrité. En anglais, le Message Integrity Code ou code d'intégrité de message. Donc, l'idée est la suivante. Je veux être sûr que, vous voulez être sûr que le message que je vous ai envoyé est intègre. Qu'est-ce que je fais? Je vous transmets le document et en même temps, je calcule l'empreinte du document, c'est-à-dire que j'applique une fonction de hachage à ce document et je vous envoie par une autre voie, un autre mail, un autre message par téléphone ou autre, l'empreinte que j'ai calculée. Donc, de votre côté, pour s'assurer de l'intégrité du message reçu, qu'est-ce que vous faites? D'abord, vous recalculez le hash, vous appliquez donc la même chose que j'ai fait moi avant de vous envoyer le document, c'est-à-dire vous appliquez une fonction de hachage au message, donc vous calculez une empreinte et vous comparez avec l'empreinte reçue. Donc, si l'empreinte calculée est égale à l'empreinte reçue, ça veut dire que le document reçu est bien celui qui a été envoyé. Parce que rappelez-vous bien, c'est sans collision, ça veut dire 2 messages différents ont forcément 2 haches différents. Ça veut dire que si le message a été légèrement modifié, alors l'empreinte calculée va être différente de l'empreinte reçue. Donc, de cette manière, on peut s'assurer que le message reçu est intègre si l'empreinte calculée est égale à l'empreinte reçue. Effectivement, ça résout le problème de l'intégrité, mais ça ne résout pas forcément l'authenticité de l'émetteur. Donc, la question qui se pose, c'est comment assurer l'authenticité de l'émetteur. En fait, l'idée est la suivante. Pourquoi j'ai besoin de l'authenticité de l'émetteur? Supposons ici qu'un attaquant, il se met au milieu, il reçoit le message, il le modifie, il vous l'envoie. Il calcule l'empreinte du message modifié et il vous l'envoie. Si vous comparez, vous n'allez pas vous rendre compte que le message a été modifié. C'est une attaque man in the middle. Pour éviter donc ce type de problème, il faut être sûr également de la personne qui a envoyé le message. Ça veut dire assurer l'authenticité de l'émetteur. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle les MAC ou Message Authentication Code. Donc ici, pour s'assurer que le message est reçu en intégralité, intègre, non modifié
et s'assurer également qu'il n'a pas été modifié au cours du transport. S'assurer donc que la personne qui l'a envoyé est bien celle prétendue. Il faut que seulement l'émetteur et les récepteurs disposent de quelque chose de secret qu'ils vont utiliser lors du calcul du hash et lors de la vérification. Donc ici, dans Message Authentication Code, Alice et Bob ont une clé secrète partagée. Donc Alice, pareil, elle va calculer le hash, mais cette fois-ci en rajoutant un secret qu'un attaquant éventuel n'est pas censé connaître, c'est-à-dire l'attaquant éventuel n'est pas censé calculer le hash ici. Donc le hash ou le MAC ici, c'est le hash de la clé concaténée avec le message. Et ça, c'est le signe de concaténation. Donc en gros, Alice, elle a une clé secrète partagée avec Bob. Elle prend le message, mais avant de lui calculer le hash, elle rajoute la clé secrète partagée au message et calcule ensuite le hash. Bien sûr, elle envoie le document et il envoie également le MAC, c'est-à-dire le hash du message avec la clé. Bob, pour être sûr de l'intégrité du message et également de l'authenticité de Alice, il va recalculer le hash en utilisant la même clé secrète partagée avec Alice. Donc, il recalcule le MAC et il compare avec le MAC qui est reçu. De cette manière, il s'assure de deux choses. Un, si le message est modifié au transport, le MAC calculé et le MAC reçu vont être différents. Deuxièmement, si quelqu'un a modifié le message au transport, il va être bien sûr détecté ici dans la comparaison. Deuxièmement, il s'assure que celui qui a calculé le MAC ici, il détient bien la clé qui a été utilisée dans le MAC calculé lors de la comparaison. Donc c'est bien une clé secrète partagée. Bien évidemment, cette clé secrète ne doit pas être chez l'attaquant et donc le man in the middle ici ne pourrait pas réussir parce que le man in the middle, il ne peut pas calculer le hash parce qu'il n'a pas cette clé secrète. Donc, on a vu le MIC pour assurer l'intégrité. C'est une simple application du hash, envoi du message et du hash. Et à la réception, on recompare, on recalcule le hash et on recompare avec le hash reçu. On a vu également comment assurer l'authenticité de l'émetteur plus l'intégrité du message en utilisant ce qu'on appelle les MAC, Message Authentication Code. Et là, c'est le calcul d'une fonction de hachage avec une clé. Un exemple d'algorithme qui assure le MAC, c'est le HMAC, H majuscule-MAC, en utilisant par exemple SHA-1 ou en utilisant SHA-2 pour la fonction de hachage. Une autre variante, c'est qu'au lieu de hacher le message ici, on va le chiffrer avec la clé secrète. En tout cas, l'idée, c'est qu'on utilise un hash avec la clé et le message. Donc ici, Alice, elle prend un document et elle chiffre le message ou le document avec la clé et il hash en calculant le MAC. Il envoie le MAC, pareil, à la réception. Il rechiffre le message reçu avec la clé, il calcule le hash et il compare les deux MAC. C'est une variante du MAC. Donc, soit on concatène avec la clé, soit on chiffre avec la clé. Donc, ceci résout l'intégrité et l'authenticité, mais ne résout pas le problème de la non-répudiation. Rappelons que la non-répudiation, c'est imputer de manière certaine une action à une personne. Ici, dans ce qu'on vient de voir, tout le monde peut calculer le hash dans le MIC et dans le MAC, il y a au moins Alice et Bob qui ont la clé secrète et donc on ne peut pas imputer à une des deux personnes. Il y a au moins une des deux personnes. Il y a les deux personnes qui ont la clé et si on veut imputer de manière certaine, il faut quelque chose qui est spécifique à la personne et que personne d'autre ne peut faire. Donc ça ne résout pas le problème de la non-répudiation. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo sur les signatures électroniques. Merci et au plaisir de vous revoir dans la prochaine vidéo.